courir un petit peu les risques d'émergence pour le futur. Voilà, donc je suis Reid Hortenzio, je suis médecin épidémiologiste à l'INSERM et à Reacting. Donc, pour introduire le sujet, je voulais vous montrer une diapo sur les définitions de ce qu'est une maladie infectieuse émergente, et notamment, je trouvais que celle de Morse 1995 était assez précise, et il dit que les maladies infectieuses émergentes peuvent être définies comme des infections récemment apparues dans une population ou qui ont existé, mais dont l'incidence ou la zone géographique augmente rapidement. Voilà, donc ça, c'est une des définitions. Celle qui est juste au-dessus est aussi intéressante parce qu'elle intègre la notion d'infection antibiorésistance, ou en tout cas microbiorésistance. Et donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Ensuite, ce qui est important aussi de voir, c'est que 60% de toutes les maladies infectieuses chez les êtres humains sont des zoonoses, et c'est aussi 75% des maladies infectieuses émergentes. Donc, toute l'importance de cette interaction entre les animaux et l'homme, et l'approche One Health est complètement nécessaire quand on parle de maladies infectieuses émergentes. Vous avez aussi le listing sur la droite en bas de toutes les maladies qui sont considérées comme émergentes depuis 1973. Alors, il en manque, hein, ça s'arrête en 2009, et évidemment, la dernière en date, c'est la Covid, avec le virus SARS-CoV-2. On ne peut pas parler de maladies infectieuses émergentes sans citer Charles Nicolle, qui était un médecin et un microbiologiste français, lauréat du prix Nobel de physiologie et médecine en 1928, désolé, il y a une petite faute de frappe, et qui disait « Il y aura des maladies infectieuses nouvelles, c'est un fait fatal, nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine, il faut aussi bien se résigner à l'ignorance des premiers cas évidents, ce n'est qu'après une longue période de tâtonnement qu'on dégagera le nouveau type pathologique ». Donc c'est complètement d'actualité avec la Covid, et je trouve que c'est important de remettre en perspective ce qu'on disait au début des années 1900, sachant qu'on a quand même cru qu'il y avait une disparition des maladies infectieuses à un moment donné quand on a mis en place les antimicrobiens et notamment les antibiotiques. Donc, des maladies émergentes, il y en aura encore, et la fréquence ces dernières années a augmenté, comme vous pouvez le voir sur cette figure qui est tirée d'un article du New England Journal of Medicine. Et vous voyez que on dira que depuis une dizaine d'années, on a eu des grosses émergences avec des pandémies, que ce soit la pandémie de H1N1 2009, l'épidémie de Zika virus qui a commencé en 2013 et qui a duré plusieurs années, qui a touché l'Amérique du Sud principalement. Il y a eu l'émergence du MERS en 2012 en Arabie Saoudite. Il y a eu quelques épidémies plus localisées, mais d'importance, comme Ebola en Afrique de l'Ouest, qui était une vraie crise humanitaire qui a touché 3 pays avec une mortalité très importante et qui a déstabilisé économiquement les pays. Il y a eu des épidémies de fièvre jaune alors qu'une vaccination existe en Angola et en RDC en 2015-2016. Et bien sûr, donc je le redis, depuis le début de l'année, cette pandémie de Covid à laquelle nous faisons face actuellement. Donc vous voyez que la fréquence augmente. Parfois, les pandémies sont longues et il va y en avoir d'autres. Donc, je vais essayer de vous démontrer un peu ce qui se passe. Donc, il faut aussi parler des facteurs d'émergence de diffusion des maladies infectieuses. Il y a plusieurs facteurs. C'est tout le temps multifactoriel. Les facteurs génétiques liés à l'hôte, liés au virus ou aux microbes, évidemment, liés aux vecteurs. Les facteurs physiques, humains, sociaux, économiques et politiques sont très importants dans les émergences. Les augmentations de mouvements d'animaux et de produits d'origine animale, par exemple, les comportements humains tels que les changements d'habitudes alimentaires ou la popularité des animaux de compagnie, donc il y a un rapprochement entre l'animal et l'homme qui favorise les transmissions, l'augmentation de la population mondiale, les concentrations urbaines, l'augmentation des
la mobilité internationale très rapide. Donc ça participe à la diffusion. Parfois, les guerres, les sécurités alimentaires, la pauvreté, les inégalités sociales sont aussi très importantes dans l'émergence. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents types de facteurs, que ce soit liés génétiques, biologiques, physiques, et parfois des facteurs inconnus, et que c'est très souvent multifactoriel. Donc, quelques photos pour illustrer ces facteurs d'émergence, avec la concentration de population qu'on peut avoir dans des grands rassemblements sur les photos de droite, la participation de l'homme aux activités forestières, la déforestation, donc un rapprochement entre l'homme et un environnement animal de plus en plus proche de l'homme, avec des animaux sauvages comme les primates ou les chauves-souris, qui sont parfois très souvent réservoirs de virus. Alors, si on rentre un peu plus dans le sujet de quelles sont les potentielles futures émergences, alors on ne peut pas commencer sans citer les coronavirus, puisqu'on fait face actuellement à la troisième émergence, en tout cas d'un coronavirus associé à des épidémies qui sont graves et mortelles. Donc le premier, c'était en 2003 avec le SARS-CoV-1, qui avait diffusé de Chine à l'international. Le deuxième, c'était le MERS-CoV, qui est apparu en 2012 en Arabie Saoudite, et dont l'hôte intermédiaire et le dromadaire. L'hôte intermédiaire du SARS-CoV-1, je ne l'ai pas dit, mais était la civette. Et enfin, en 2019 plutôt, l'émergence du SARS-CoV-2 en Chine. L'hôte intermédiaire n'a toujours pas été identifié avec précision. Par contre, le réservoir naturel pour ces trois virus sont les chauves-souris. Comme je disais, très souvent réservoir de virus qui, à un moment donné, passent à un hôte intermédiaire, puis à l'homme. Donc ensuite, il y a d'autres coronavirus qui sont moins graves, comme le HCoV-229E ou l'OC43, et il y en a encore deux autres. Voilà, ils sont présentés ici pour dire que l'émergence d'un nouveau coronavirus, pourquoi pas, on le voit avec cette succession, donc à surveiller avec attention. Et ce n'est qu'avec une approche, disons, One Health, qui prend en compte la santé animale, l'environnement et l'homme, qu'on pourrait mieux prévenir l'émergence de ces coronavirus. Alors, en deuxième pathologie et virus émergent, quand on parle de future émergence, on ne peut pas ne pas citer également les virus de la grippe. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs pandémies au cours du siècle dernier. Donc en 1918, la grippe espagnole, en 1957, la grippe asiatique, en 1968, la grippe de Hong Kong, et en 2009, ce qu'on a appelé au départ la grippe mexicaine, mais c'était un mauvais nom, et donc c'était la grippe H1N1 2009. Donc c'est aussi une zoonose, avec une interaction entre les oiseaux, le porc et l'homme. Et donc la question n'est pas de savoir s'il y aura une autre pandémie de grippe, mais plutôt quand, parce que c'est pratiquement certain que des réassortiments de virus provoqueront dans le futur des pandémies de grippe. Donc, ce qui est essentiel, c'est de se préparer, comme le montre un article dans Nature Microbiology qui est sur la gauche. Et donc, quand on parle de préparation, c'est la surveillance autant du virus dans le monde animal que chez l'homme, et d'avoir des capacités diagnostiques importantes pour pouvoir faire des diagnostics rapidement et communiquer quand il y a des émergences de virus qui passent chez l'homme.
Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi des virus à transmission vectorielle, puisque là, avec le coronavirus et grippe, on était sur des virus à transmission aérienne ou par gouttelette, donc qui diffusent très rapidement dans la population entre les personnes. Mais il y a d'autres virus qui sont transmissibles par des vecteurs et souvent des moustiques, comme la dengue, le chikungunya et Zika, qu'on connaît bien. Mais il y en a d'autres de virus qui sont à potentiel émergence, et notamment ce virus Uzutu, qui est très présent dans les oiseaux, et notamment en France et en Europe. Il y a une forte mortalité d'oiseaux due à ce virus Uzutu. Et il y a eu quelques cas humains décrits de personnes qui avaient contracté ce virus. Alors, c'est encore anecdotique et il y a peu de cas, mais quand même, vous voyez sur le tableau en bas à droite les pays qui rapportent des cas humains. Donc, il y a plusieurs pays en Europe. Ça peut donner des méningoencéphalites, donc des formes potentiellement graves. Alors pour l'instant, c'est anecdotique, mais la surveillance en France montre que la détection du virus Uzutu dans l'avifaune est quand même importante. Vous voyez dans la carte, c'est les zones en rouge. Et il n'est pas impossible qu'on assiste ces prochaines années à une augmentation des cas humains. Donc, c'est un virus qui est surveillé de près en France. Il y a des équipes de recherche, notamment à Montpellier, qui réfléchissent et qui font de la recherche plus fondamentale sur la potentielle virulence de ce virus. Donc, il est pris très au sérieux. Et voilà, c'est un exemple de virus qui n'a pas encore diffusé chez l'homme, qui a un potentiel et qui fait l'objet de surveillance et de recherche actuellement pour mieux être préparé s'il y avait une émergence. Ensuite, il y a le virus Mayaro. Alors, ce virus est transmis aussi par un moustique. Vous voyez le cycle sur la droite. Il y a un cycle selvatique, donc en forêt, qui fait participer les animaux, soit des singes, des oiseaux sauvages, avec un vecteur qui est l'hémagogus. Et à un moment donné, il peut y avoir une transmission à l'homme, souvent chez des personnes qui travaillent en forêt, comme des forestiers ou d'autres métiers. Et à partir de ce moment-là, si cet homme revient dans une zone urbaine avec la présence d'Aedes aegypti, par exemple, eh bien, il peut se produire un cycle urbain et donc avec une transmission via vecteur à d'autres personnes. On assiste ces dernières années à une augmentation de l'apparition de ce virus en Amérique du Sud, notamment au Pérou, et plus récemment en Guyane française. Vous voyez les bulletins là sur la gauche. Donc, il y a eu 13 cas confirmés au 13 octobre 2020 en Guyane française. Donc, pour dire que voilà, c'est la première émergence en Guyane, c'est un vrai potentiel de maladies à transmission vectorielle sur un territoire français. Et il y a un potentiel en Amérique du Sud, puisque les cycles selvatiques et urbains peuvent se mêler dans certaines zones du pays. L'autre virus dont je voulais vous parler, c'est le virus Oropush, qui est aussi un arbovirus et qui a aussi une émergence et une présence de plus en plus importante en Amérique du Sud. Vous voyez plusieurs articles là sur la droite donc, qui font état d'émergence au Pérou, qui font état d'émergence au Brésil, et également ces dernières semaines en Guyane française également. Donc, il y a 2 émergences concomitantes en Guyane française, donc ce virus Oropush, qui donne une maladie qui ressemble un peu à la dengue, hein, c'est un syndrome dengue-like. Et donc là, on a détecté dans une ville qui s'appelle Saül, au centre de la Guyane, donc une ville forestière, hein, très proche de la forêt, une petite communauté isolée. Et l'Institut Pasteur de Guyane donc, a fait le diagnostic de ce virus Oropush chez plusieurs patients, donc avec des symptômes qui ressemblaient à la dengue, c'est-à-dire de la fièvre, une fatigue, des maux de tête,
et des douleurs articulaires et musculaires. Donc, ce virus est connu pour circuler donc, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc, il est vraiment dans une période où l'émergence est de plus en plus fréquente et on va assister à des foyers dans ces pays. Voilà. Donc, Mayoro, Oropouche sont très, très actuels puisque les épidémies sont décrites en Guyane française. Sur cette carte, pour finir, je voulais vous montrer que les zones probables d'émergence de maladies infectieuses sont souvent dans des zones, évidemment, où la forêt est très présente et dans des zones, malheureusement, à pays à ressources limitées, donc qui compliquent un petit peu la tâche de la détection et du diagnostic. Et donc, comme vous savez, le retard au diagnostic peut favoriser la diffusion dans une population. Et donc, il y a un vrai enjeu de recherche et de surveillance dans ces pays qui est considérable pour éviter la survenue de prochaines des épidémies. Voilà, en conclusion de ce que je vous ai présenté, plusieurs virus à potentiel émergent. West Nile, alors j'en ai pas parlé, mais c'est proche de Ouzoutou. On a déjà des cas humains en Europe qui sont détectés, donc c'est plutôt une réémergence. Ouzoutou, donc France et Europe. Mayoro et Oropouche en Amérique du Sud et Caraïbes, dont des territoires français. Grippe et coronavirus, donc à potentiel pandémique, donc le monde entier. Pour tous ces virus, vraiment, il y a un vrai enjeu de surveillance épidémiologique et de détection avec des capacités diagnostiques qui doivent être optimales et renforcées, notamment dans les pays où les systèmes de santé sont fragiles. Bien sûr qu'il faut faire de la recherche pour ce qui est du diagnostic, des traitements, des vaccins, de la compréhension de la maladie, de la physiopathologie, des complications de ces maladies. Donc, il faut une approche de recherche biomédicale et en sciences humaines et sociales très importante pour mieux comprendre les comportements humains face à ces maladies et pour pouvoir avoir des vraies actions de prévention. Et évidemment, l'approche One Health, comme je disais, doit être maintenant appliquée dans toutes ces recherches. Et juste un mot pour vous dire que pour toutes ces recherches, vient d'être annoncé il y a quelques jours la création d'une nouvelle agence en France qui est la fusion de l'ANRS et de Reacting pour coordonner et financer la recherche justement sur ces maladies infectieuses émergentes. Et cette agence va voir le jour donc en tout début d'année 2021 et va se focaliser en grande partie